Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Comment est-ce que l'Occident utilise l'Ukraine pour essayer justement de défier et un jour attaquer Poutine? Vous savez, je vais introduire ce direct avec cette citation, avec cette pensée de Poutine qui dit que lorsqu'une guerre est inévitable, il est mieux d'attaquer le premier. Je crois que c'est sur ce postulat que Poutine ouvre les hostilités en Ukraine. À un moment donné, il s'est rendu compte que la guerre contre l'Ukraine était inévitable. Si ce n'est pas lui qui attaquait l'Ukraine, ce serait l'Occident demain qui aurait utilisé et qui serait tenté d'utiliser l'Ukraine pour l'attaquer. Alors, lorsqu'on se rend compte que cette guerre est devenue inévitable, il est mieux d'attaquer le premier. Pourquoi est-ce que la guerre est devenue inévitable? Parce que Poutine n'avait pas trop le choix. Il faut rappeler ici d'abord sur un petit rappel, il faut faire un petit rappel historique. Qu'est-ce que l'Ukraine par rapport à la Russie? L'Ukraine a été pendant des décennies, pendant des centaines d'années, le grenier de la Russie. L'Ukraine, c'est ce pays-là qui, bien qu'appartenant au bloc de l'ancienne l'Union des républiques socialistes et soviétiques, a nourri pour plus d'un quart la Russie. Donc l'Ukraine, il faut le rappeler, c'est des terres noires qui sont très fertiles. Elles produisent abondamment et elles produisent bien. Jusqu'à aujourd'hui, tout le céréal que nous consommons en Europe vient de l'Ukraine. Tout ce qu'on fabrique, tous les céréales qu'on prend au petit déjeuner, que nos enfants pourront prendre au petit déjeuner, sont cultivés dans les champs ukrainiens. C'est de l'Ukraine que tout cela vient. Vous comprenez avec moi que même l'un des enjeux de cette guerre restera toujours le contrôle des ressources économiques, le contrôle des ressources minières. C'est ça même le principe fondamental de toute guerre. Donc il faut rappeler ici que l'Occident a pendant longtemps utilisé ce petit homme qui est aujourd'hui président ukrainien, et il faut le rappeler d'emblée de jeu, c'était un comédien, un acteur, quelqu'un qui faisait le théâtre, qui faisait des films. C'est vrai qu'il a fait des études de droit, mais il a été connu en Ukraine plus comme étant un acteur, comme étant un comédien. Il a tourné des séries qui jusqu'à aujourd'hui passent encore. Et à un moment donné, avant lui, il y avait un président pro-russe qui avait été élu, qui dirigeait le pays très bien. Mais la manipulation de l'Occident a voulu qu'à un moment donné, pour entrer en Ukraine, ils ont décidé de faire tomber le président pro-russe. On a utilisé donc les mouvements sociaux, un peu comme les gilets jaunes, pour le renverser. On l'a renversé, il s'est exilé en Russie. Et on a monté ce petit clone-là aujourd'hui au pouvoir. Et vous voyez comment il hésite, comment il est comme un fanfaron. C'est un peu le genre de prétentieux comme Macron, là. C'est les mêmes gens qui enfile une veste et il se met à bavarder fort. Il croit que le monde lui appartient. Voilà comment est-ce qu'il se retrouve aujourd'hui aux commandes de l'Ukraine pour faire uniquement ce pourquoi on l'a mis là. En fait, le but poursuivi, moi je l'ai dit encore et je le disais dans nos groupes stratégiques de réflexion il y a encore cela 2 mois, je disais que Poutine n'a pas le choix. Poutine n'a pas le choix parce qu'il doit mener cette guerre. Il doit mener cette guerre pourquoi? Il doit mener cette guerre parce qu'il y va de son intérêt. S'il ne la mène pas aujourd'hui, on utilisera l'Ukraine pour la lui mener demain. Mabutagen Franklin George, je te salue, le général, mon colonel Atsietité de la Belgique. Force à toi, courage. Donc, si Poutine ne déclenche pas la guerre aujourd'hui, il faut le rappeler qu'elle devrait, dans tous les cas, être déclarée contre lui. Donc, c'était une question de où je donne le premier coup de poing, où j'attends, et un jour, quand ils estiment qu'ils sont suffisamment prêts, ils me donnent le coup de poing. Alors, que faire? Si tu vois que ton adversaire n'est pas suffisamment prêt, il est mieux d'attaquer le premier, le renverser et le battre. Là, le jour où il voudra encore se lever contre toi, il devra bien mesurer les forces en présence. C'est de ça qu'il est question. Donc, Poutine vraiment n'avait pas le choix. Et quand vous regardez, lors du démantèlement du bloc soviétique dans les années 90, on a l'erreur que Poutine a faite, et je crois qu'il s'en mordra les doigts jusqu'à aujourd'hui, que les présidents soviétiques ont fait à l'époque, c'était de laisser les pays comme la Pologne, les pays baltes et tous ces gens-là se rapprocher de l'Occident. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a un principe clair qui est le principe de neutralité. Il était important que les pays qui sont signataires de l'OTAN, parce que la Russie de Poutine fait partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas le lui oublier. Lorsque les chars allemands
voulait entrer dans Moscou, voulait pénétrer par la Russie. Je crois que c'est des pays qui ont bloqué l'avancée allemande et qui ont stoppé et mis fin à la guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. C'est très important. Et ils ont eu des accords. L'OTAN a décidé du traité de l'Atlantique, la création du traité de l'Atlantique Nord, et la Russie, n'en faisant pas partie ou ne voulant pas en faire partie, a décidé autrement. Mais ils se sont dit clairement qu'il y aura un traité pour l'Atlantique Nord, mais nous allons garder une certaine neutralité. On ne va pas toucher les pays qui sont frontaliers à toi. Donc les pays là seront comme des zones tampons, comme des zones neutres. Et l'Ukraine en faisait partie. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il est hors de question que Poutine laisse l'Ukraine aujourd'hui croire qu'elle peut décider de son propre sort. La vie n'est pas comme ça. Il y a des gens qui vont nous dire aujourd'hui que non, mais l'Ukraine est libre de décider ce qu'elle fait. Elle est libre de décider où elle va, ou ce qu'elle va faire. C'est pas comme ça la vie. Le monde géostratégique n'obéit pas à des notions aussi simples ou aussi simplistes. Il y a des choses qui sont claires et qu'on doit respecter. Et si vous ne respectez pas ça aujourd'hui, vous n'êtes capable de rien respecter. Et c'est ce qui nous conduit justement à comprendre que l'Occident a toujours eu un rôle très dangereux et très néfaste. Quand vous voyez la propagation des médias, les médias occidentaux sont aujourd'hui en train de peindre Poutine comme étant le diable. On le peint comme étant le démon, on le peint comme étant le schizophrène, le malade, celui qui est fou, dont il ne parvient plus à tenir les commandes de la Russie. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça ne suffit pas. Et on ne va plus céder à la manipulation. On ne va plus céder à votre complot là, où vous croyez qu'avec les médias BFM, TV, partout, vous allez dire n'importe quoi aux gens et les gens vont croire que c'est ça. Seuls les idiots, seuls les insensés, seuls les gens stupides peuvent accepter encore ça. Mais des gens qui réfléchissent, des gens qui raisonnent, des gens qui pensent par eux-mêmes ne vont plus accepter ça. Ça ne passe plus ce genre de discours. On ne peut pas croire que Poutine aujourd'hui, parce qu'il s'oppose à vous, il est devenu fou. C'est trop facile de croire que si je te dis non, alors je suis devenu fou. Si je te dis non, alors je suis malade. Si je te dis non, alors j'ai un problème. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faut que les gens se remettent à l'évidence. Et ce problème russe, ou ce problème qui se pose aujourd'hui par la Russie, on va bifurquer sur le cas du Cameroun, sur le cas même du Mali, sur le cas de l'Afrique, pour comprendre qu'en fait, en géostratégie, il n'y a pas, c'est pas parce que le problème a lieu chez l'autre que ça ne te concerne pas. Tout ça, nous sommes tous dans un bloc, nous sommes dans un monde. Ce qui se passe ailleurs aura des implications sur nous, forcément. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est la même chose que l'Occident a fait lorsqu'ils ont voulu renverser Chavez, lorsqu'ils ont utilisé le Venezuela, lorsqu'ils ont utilisé l'Ukraine. Ce gars qu'on a pris partout pour le manipuler, on a renversé le président pro-russe pour mettre celui-ci. Parce qu'au gré de leurs intérêts, ça les arrange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la même chose qu'ils ont fait quand il a fallu renverser Kadhafi. On a décrit Kadhafi comme étant un monstre. On a décrit Kadhafi comme étant un démon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours les médias et je crois que j'ai lu un livre sur le plus grand regret de Barack Obama. Il le dit, Barack Obama dit que son plus grand regret, c'est d'avoir laissé le toto de Nicolas Sarkozy justement s'attaquer à la Russie. C'était son plus grand regret. C'était son plus gros échec. Son plus gros échec en matière de politique étrangère. En matière de politique étrangère, c'était d'avoir laissé Nicolas Sarkozy justement tuer Kadhafi. C'était une erreur. La preuve aujourd'hui, c'est le fief du djihadisme mondial. Tout le djihadisme mondial se place de ce côté-là. Donc, quelles sont les implications même du conflit ukrainien avec la Russie, avec le Mali? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Il faut comprendre que la Russie aujourd'hui ne peut pas et ne veut plus se laisser dicter quoi que ce soit. Regardez ce gars. Quand j'ai vu le président ukrainien avant-hier pleurer dans les médias, suppliant l'Occident de ne pas l'abandonner, dit ne me laissez pas, la guerre est violente, mes populations souffrent. J'ai dit mais il y a de cela quelques jours encore, on t'utilisait. Tu montais sur les chaînes de télévision partout, tu bavardais, tu parlais étant fort, étant arrogant, te croyant fort. Poutine t'a dit, fais très attention, les gens qui te soutiennent là vont te laisser au carrefour. Parce que, je le dis encore, aucun militaire français, allemand, américain ne peut descendre au sol. Aucun. Stratégiquement, ce serait la ruine pour le pays là. Et personne, connaissant les Occidentaux, ils ne peuvent pas mourir pour l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quoi? Les gens, s'ils sont dangereux, ils ne peuvent pas se sacrifier pour l'Ukraine.
personne ne va se sacrifier pour l'Ukraine. On a seulement utilisé ce garçon qui a été malmené comme ça. On l'a fait jouer un sale jeu. Et aujourd'hui, il paye les frais. Et rien ne va empêcher Poutine d'arriver à Kiev. Rien ne va empêcher Poutine. Poutine va arriver à Kiev et va le déloger. Va mettre un autre président, va faire tomber le gouvernement. Ça, ce n'est même pas à discuter. Ce sera clair. Il n'y aura pas de résistance. Et la guerre sera très éclair, sera très rapide. Voilà ce que les États-Unis s'aiment. Voilà ce que l'Occident s'aime partout. Vous bavardez seulement, vous encouragez les gens et vous les laissez. Après, ils tombent dans leur propre piège. Après, ils tombent dans leur propre piège. Voilà ce qui se passe. Et on ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, je parlais avec un collègue et c'est ça qui m'a choqué le plus pour comprendre la méchanceté et la cruauté de l'homme occidental, l'homme européen en tout cas. Il me dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui meurent partout aussi en Afrique là? Il me dit non, en Afrique c'est loin de moi. Ils peuvent mourir là-bas, mais en Ukraine, c'est déjà sur le sol européen. C'est déjà en Europe, c'est mauvais, c'est dangereux. Là, ça nous concerne directement. Donc vous voyez que les gars font une scission claire entre les morts qu'il y a en Afrique et les morts qu'il y a en Europe. C'est pour ça que le problème, c'est qu'ils se sentent tous impliqués. On va les manipuler avec ça. Donc vous voyez que la vie, les Camerounais peuvent mourir au nozo depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement américain nous a longtemps trompés dans la lutte de révolution. Ils nous ont longtemps mougoué, comme on dit souvent, ils nous ont trompés. Ils nous disent non, on va faire ceci, non, on va faire cela, on attend telle résolution. Pourquoi avec l'Ukraine, ils n'ont pas attendu les résolutions? Pourquoi on a pris 2000 soldats qui étaient stationnés en Allemagne pour envoyer directement aux portes des pays frontaliers? Pour envoyer. Qu'est-ce que ça leur coûte d'envoyer 1000 soldats américains, de mettre une zone tampon entre le nord-ouest et le reste du Cameroun? De protéger au moins les populations anglophones, les Ambazoniens qui se tuent tous les jours, qui se laissent tuer par l'armée et qui tuent l'armée entre eux. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt. La mort des nègres en Afrique n'est pas égale à la mort des Ukrainiens, n'est pas égale à la mort des Européens. Il est temps que vous compreniez cela. Et si on a encore un peu de lucidité, si on a encore un peu son cerveau, je n'arrive pas à comprendre comment un Africain normal peut soutenir l'Occident, peut être contre la Russie dans ce conflit. Mais à un moment donné, il faut l'équilibre des forces. À un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui fasse la force, qui fasse la loi. Si on laisse l'Occident faire la force et la loi, ça veut dire qu'on est mort à vie. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis avec l'Afrique? On a 400 ans d'esclavage. On a connu la traite négrière. On a connu la colonisation. Et quand bien on a lutté, on nous a donné une pseudo-indépendance, on a encore connu la néocolonisation, où Gbagbo en est un témoin vivant, où la France peut se lever avec son armée, pilonner l'Afrique, aller enlever un président, le mettre dans la haie, dans un tribunal des Blancs, construit dans le pays des Blancs, fait par les Blancs, le condamner là-bas, le mettre là-bas, lui donner 10 ans de prison, prendre son pion qu'on appelle Ouattara, le mettre au pouvoir et rester tranquille. Ça n'a indigné personne dans le monde. Les gens peuvent se lever sous le prétexte que quelqu'un aurait des armes de destruction massive, aller enlever un chef d'État, le chef d'État, le tuer complètement, aller prendre Kadhafi, Nicolas Sarkozy, pour régler ses comptes, tuer un chef d'État en Afrique, ça n'indigne personne. Personne ne s'est levé, ça n'a indigné personne. Voilà comment le monde fonctionne. Vous croyez qu'on va accepter ça toujours? Mais si on est un peu lucide, un temps soit peu, un peu lucide, il est temps que nous comprenions que le monde ne peut plus fonctionner avec ces gens. Ces gens, c'est des barbares. Lorsque nous avons lutté, depuis 4 ans que nous luttons ici en diaspora, contre le régime satrapique Biya, qui s'est indigné? Personne. Qui a envoyé une force d'interposition pour, lorsque nous démontrons, photo à l'appui, que les Ambazoniens sont en train de mourir dans leur propre pays, que l'armée camerounaise utilise les tanks qu'ils achètent, que leur donnent les pays occidentaux contre les populations du Cameroun. Qui s'est indigné? Personne. Lorsque nous avons démontré, photo à l'appui, qu'il y a un génocide au Cameroun, qui s'est indigné? Personne. Parce que la mort des Camerounais ne vaut absolument rien. Elle n'a pas la même valeur que la mort des Ukrainiens. Elle n'a pas la même valeur. Le conflit qui se passe au Cameroun n'a pas la même valeur que le conflit qui peut se passer aujourd'hui en Ukraine. Il faut que vous le compreniez. Nous devons le comprendre. Si on veut rester stupide et bête, alors refusons de comprendre ça. Et croyons que le monde qu'on dit là s'adresse à nous. Non, non. Peter,
le président, le secrétaire général des Nations Unies qui appelle Poutine à cesser la guerre au nom de l'humanité. J'ai envie de lui dire, quelle humanité? De quelle humanité parles-tu? Lorsque les Amazoniens sont tués dans leur propre pays sans problème, de quelle humanité parles-tu? Lorsque la France peut prendre son armée, aller enlever Gbagbo au pouvoir, de quelle humanité parles-tu? Lorsque la France décide de mettre la main sur Muammar Kadhafi, sur le colonel Muammar Kadhafi, chef d'État, d'aller le tuer, typiquement, aujourd'hui, la Libye est le centre, le carrefour du terrorisme mondial. Tout se propage par là. De quelle humanité parlez-vous? De quelle humanité parlez-vous, monsieur le secrétaire général de l'ONU? De quelle humanité? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Quelle humanité? L'humanité a-t-elle une couleur? Ah oui, dites-nous. Donc la couleur de l'humanité, elle est blanche. Donc la couleur de l'humanité, elle est blanche. Les Africains qui meurent, on ne parle pas d'humanité. Mais lorsqu'on attaque les Ukrainiens, on parle d'humanité. Voilà votre humanité. C'est de ça qu'il est question. L'humanité a donc une couleur. Nous sommes en train de le comprendre. Nous sommes en train de le comprendre. Et c'est de ça qu'il est question. Je veux saluer comme ça le grand stratège Adjao Obelin du 237. Un gars sans qui la révolution n'aurait pas connu ce qu'elle est en train de connaître au 237. La stratégie et le travail. Force à toi, brave combattant Obelin. Et merci encore pour tout ce travail que tu as bas au niveau du 237. Donc j'ai envie de dire, monsieur le secrétaire général de l'ONU, de quelle humanité parlez-vous? De quelle humanité parlez-vous? L'humanité a-t-elle une couleur? Lorsque les Amazoniens sont en train de mourir au Cameroun, lorsque le peuple malien réclame sa liberté et que la France décide de faire de ce gouvernement légitime, tenu par Assimi Goïta, décide de les appeler des rebelles, lorsque cet infâme du ministre des Relations extérieures, Jean-Yves Le Drian, insulte un chef d'État qui a prêté serment par la Cour constitutionnelle, reconnu par les autorités de son pays. De quelle humanité parlez-vous? L'humanité est-elle blanche? J'ai envie de dire, et nous le comprenons avec vous, que l'humanité, c'est lorsqu'il s'agit de l'intérêt des Blancs qui est menacé. Mais lorsque c'est des Noirs, lorsque ça a lieu sur le sol africain, ça n'indigne personne. Il a fallu que l'Afrique du Sud, sous le temps de l'apartheid, attende combien d'années, combien de décennies pour que vous osiez vous impliquer. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Au Cameroun, nous réclamons une justice depuis combien d'années? Le peuple amazonien est en train de se faire sacrifier, génocider par l'armée du tyran, d'un gouvernement fantôme, dont le chef de l'État est fantôme, mort-vivant. Mais ça ne vous indigne pas, ce n'est pas de votre intérêt. Vous ne vous gênez pas. Vous voulez nous parler de quelle humanité? Vous voulez nous parler de quelle humanité? Aujourd'hui, parce que l'Ukraine est attaquée, on connaît subitement que vous êtes humain. C'est de ça qu'il est question. Nous disons non à cela, non à cette injustice, non à cette forme d'injustice. Le monde aujourd'hui ne peut pas être tenu par les capitalistes. Le monde aujourd'hui ne peut pas être tenu par l'Occident. Le monde aujourd'hui ne peut pas être piloté encore par l'Amérique parce que l'Amérique n'est pas libre. L'Amérique n'est pas juste. Et Donald Trump nous vous l'a prouvé à plusieurs reprises. Si aujourd'hui vous pouvez mettre à la tête de vos États des présidents vieillis qui ne peuvent pas monter les stades d'escalier, vous croyez que c'est des décisions sages qu'ils peuvent prendre? Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Et nous sommes là pour dire non. Non à toute cette forme d'injustice. Gbagbo en est une preuve vivante. Une preuve vivante de votre capacité à entrer dans un pays, déloger le président et mettre qui vous voulez. Nous l'avons vu. Lorsque le peuple s'élève, lorsque le peuple camerounais s'élève, depuis combien d'années ce peuple crie? Mais vous n'écoutez pas. Les Américains nous trompent. Ils disent on attend telle résolution de l'ONU, on attend telle résolution. Pourquoi avec l'Ukraine, vous n'avez pas attendu les résolutions? Les conseils des Nations Unies ont été tenus, pris dans la même nuit, dans la même soirée. Et vous avez décidé le lendemain. Jusqu'à quand allons-nous accepter cette forme d'injustice? Nous disons non à cela. Et il faut que nous comprenions aujourd'hui, ça nous permet de nous ouvrir sur le troisième pan de voile qui nous montre aujourd'hui que la Russie doit être pour nous Africains, pour nous peuples opprimés, une alternative sûre. C'est le moment de nous tourner vers la Russie. Dans tous les cas, je le dis encore, dans tous les cas, avec l'Occident, on n'est pas sorti de l'auberge. 400 ans d'esclavage.
la traite négrière, la colonisation. Aujourd'hui, la néocolonisation. On est toujours sous l'emprise de l'Occident, sous l'emprise des puissances étrangères, des puissances occidentales. Alors laissez-nous essayer autre chose. Le mariage avec l'Occident, avec la France, ne nous a rien donné, ne nous a rien apporté. Laissez-nous essayer un autre partenaire. Nous sommes en train de vouloir essayer un autre partenaire qui est la Russie, qui au moins nous respecte, qui au moins nous respecte, qui au moins nous montre qu'elle veut notre bien, qui au moins nous montre qu'il veut notre bien, autant pour moi, qui au moins nous montre que nous avons de la valeur. Et ça ne se passera pas comme ça parce que le but de l'Occident, il faut le dire ici, les gens qui ne comprennent pas le conflit, les gens qui ne comprennent pas le conflit occidental, c'est que si Poutine laisse l'Ukraine entrer dans l'OTAN, se rapprocher avec des accords géostratégiques de l'Occident, des États-Unis et de l'OTAN, alors demain, on posera les missiles balistiques aux portes de la Russie. C'est-à-dire, on dira que le quartier général des armes de l'OTAN est déposé plutôt en Ukraine. Alors, que fera la Russie? La Russie, c'est le temps que, 2 minutes, on bombarde. C'est fini. Non, 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 personne ne peut accepter ça. Personne ne peut et ne doit accepter ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que c'est ça leur mission, c'est ça leur but final. Et Poutine, en tant que stratège, a lu la carte là depuis. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Ça, soyez en sûrs. N'entrera jamais parce que ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas décider de faire ce qu'ils croient qu'ils peuvent faire en Ukraine, ce qu'ils font en Afrique. En Afrique, vous trouvez les femelettes. Vous faites ce que vous voulez. L'Afrique est devenue la prostituée, la prostituée de l'Europe, de l'Occident. Vous venez, vous nous faites comme vous voulez, quand vous voulez, vous repartez, vous ne partez pas, vous n'entretenez même pas, vous mangez, vous remangez, vous partez, vous partez. Non, en Ukraine, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Poutine est là et il a le regard. Je le disais il y a de cela 2 mois, en réunion stratégique, plus de 2 mois, que Poutine va attaquer. Et il a tout intérêt à attaquer. Moi, je savais. S'il n'attaque pas, il n'est pas homme. Ici, il est prêt à aller jusqu'à l'arme nucléaire même. Il le faut. Quel le pays occidental qui tente, il va appuyer. Il va appuyer, ça gâte, parce que dans tous les cas, c'est gâté. Si on laisse les gens là, ils vont tout gâter. Ils vont tout gâter. Et la Russie a des partenaires très louables, très viables. Les Tchétchènes sont en train de se positionner, la Chine se positionne, tous ces pays-là, Cuba et tout ça, ils sont prêts. Le monde ne peut plus fonctionner selon les humeurs des Occidentaux. L'OTAN ne peut pas gérer le monde à sa guise. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut que les Africains comprennent. Je vois beaucoup d'Africains qui disent que non, il ne faut pas, au nom des conquêtes des libertés, bafouer le droit. Quel droit? Bafouer la légalité. Quelle légalité? Ok, vous êtes Africain, vous êtes Camerounais, vous êtes Africain, vous nous dites qu'on ne doit pas bafouer la légalité. Pourquoi on est en train de chasser Biya partout? Alors qu'il a prêté serment par la Cour constitutionnelle, il est dans la légalité. Il est dans le légal. Il est dans la légalité. Pourquoi on doit se battre contre lui? Vous ne faites pas, n'endormez pas les gens. Je ne sais même pas ce que vous voulez au juste. Quand on entend des gens dire ça, vous voulez dire quoi? Vous placez où? Pour soutenir un temps soit peu, pour condamner la Russie. Vous vous placez de quel côté, de quel bord? Pour soutenir les Américains. Un Africain normal, qui a ses sens, peut soutenir aujourd'hui l'Amérique, peut soutenir les États-Unis. On est où? On va où? Bon, ok, on ne combat pas Biya, parce que Biya a prêté serment par la Cour constitutionnelle au Cameroun, il est dans la légalité. Pourquoi est-ce qu'on doit envahir les ambassades? Pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ce qu'on fait? Laissons-les, c'est la légalité. Vous croyez que toute légalité est juste? Vous croyez que parce que c'est légal, c'est normal? Non, non. Poutine est dans un processus de légitime défense. Il est dans un processus de légitime défense. C'est très important. C'est de la légitime défense. Il doit se défendre. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter toutes les lois. Il y a des lois qui sont fausses, qui ne sont pas claires. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle en droit la casuistique d'une loi. On doit réactualiser, on doit réadapter les lois en fonction des événements. Il y a de cela 20 ans. Aucune loi ne condamnait les attaques d'Internet ou bien les insultes sur Internet parce qu'Internet n'existait pas. Il y a 30-40 ans, on ne connaissait pas tout ça. Ce n'était pas important, ce n'était pas sur Facebook, sur Messenger. Mais maintenant, c'est des trucs des trucs nouveaux qui existent. La loi doit s'adapter chaque fois. Et il faut tout le temps repenser la loi. On doit la repenser pour l'actualiser.
Et il faut que cela soit clair pour tout le monde. Ne rêvez même pas. Tant que Poutine est là et tant que Poutine est Poutine, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Et chaque fois qu'elle va essayer d'entrer dans l'OTAN, elle sera annexée. Là, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. C'est des choses normales. Je ne peux pas laisser que tu viennes chez moi ou bien que tu viennes à côté dans ma cour, tu te mets à bavarder fort, tu me tapes, tu dis que tu prends ma femme, tu fais ce que tu veux. Non, 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 non. À un moment donné, ma dernière force doit sortir et je dois me défendre. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout en étant contre la guerre, je le dis encore, tout en étant contre la guerre, mais en soutenant le processus et le principe de défense de Poutine, on comprend pourquoi il mène ses actions. Parce que l'Occident elle-même, la puissance occidentale, l'Europe, les États-Unis qui bavardent la bop, 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 aller sur le terrain. Ce n'est pas le wong, 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 ce n'est pas le bop, bop. Si Poutine attrape un soldat, que ce soit bleu, blanc, rouge, que ce soit noir, rouge, que ce soit d'Allemagne, que ce soit des États-Unis, mon frère, vous allez lire, vous allez confirmer le code. Ce n'est pas la bordellerie que vous nous faites faire en Afrique là. Ce n'est pas les conneries que vous faites en Afrique là, on reste tranquille tout le temps. Hein? Bon, d'accord, Barkhane, Takuba, allez en Ukraine. Mais il y a le télégraphiste de Biden là, le Toto qui est en France là, qu'on appelle c'est le coursier. C'est lui qui porte le courrier de Biden. Voilà le rôle de la France et des États-Unis. Ils sont dans une prostitution qui fait que quand il s'agit de leurs intérêts, les deux jouent les rôles, ils se jouent comme ça. Donc Biden a envoyé son télégraphiste en Russie. Il a couru, comme il marche comme un clone là, le petit Toto qui dort avec sa grand-mère là. Il a couru, il est parti donner le courrier à Poutine. Poutine s'est mis là-bas, il a dit que mets-toi sur la table là-bas, au bout de la table, et lis. Lis ce que Biden a écrit. En fait, Poutine ne l'a pas respecté parce que Poutine a compris que rien ne venait de lui. En fait, il était téléguidé par les États-Unis. On appelle ça le télégraphiste. Donc, on écrit la lettre, on te dit que va la porter à tel. Donc, il a joué le rôle de la poste. Et c'est pour ça que Poutine ne l'a pas pris au sérieux. Poutine a dit que regardez quelqu'un. Et c'est la même chose que Poutine avait fait avec l'autre Toto qu'on appelait Sarkozy. Il lui a fait le même traitement. Et que quand tu vois les chefs d'État comme ça, qui n'ont rien des chefs d'État, je vous rappelle que la guerre ne pouvait pas être déclenchée quand Merkel était au pouvoir. Poutine ne pouvait pas déclencher la guerre avec Merkel parce que c'était une femme très intelligente. C'était une femme très rusée, l'ancienne chancelière allemande. Merkel était très rusée parce que même si elle ne manageait pas, même si elle était contre la Russie, elle ne pouvait pas se permettre n'importe quoi. Près de 25% des Allemands sont chauffés par le gaz russe. Vous vous amusez, vous dites que vous allez les suspendre des accords. S'ils ferment le gaz et maintenant on est en hiver, on fait comment? S'ils ferment le gaz maintenant, d'abord les prix du gaz ont déjà commencé à augmenter. Les prix du diesel sont en train de flamber. Il ne faut pas faire une guerre stupide. Vous dites que les sanctions font quoi à qui? Vous croyez que les sanctions vont faire quoi à Poutine? Poutine n'en a que foutre de vos sanctions. Vous êtes plus dépendant de lui qu'il ne l'est de vous. Vous êtes plus dépendant. L'Europe est plus dépendante de Poutine. Et les États-Unis sont loin. Ils activent quelque chose qu'ils ne voient, ils ne sont pas là à côté. Mais l'Europe, avec son télégraphiste, le président français, tout idiot, il ne comprend rien. Il court, il joue le jeu. Mais quand Poutine va prendre des mesures de répression là, il est sur l'Europe, vous êtes sur l'Europe. L'autre est loin dans son continent. Ça ne le concerne pas. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous soutenez les gens bêtement. Après, qui souffre? C'est le peuple européen qui va souffrir. C'est le peuple européen, c'est le peuple français, c'est le peuple allemand, c'est tous ces gens qui vont souffrir. Donc j'en appelle comme ça au nouveau chancelier allemand de bien réfléchir, mais qu'elle n'aurait pas fait les mêmes erreurs qu'il est en train de faire, mais qu'elle n'aurait pas fait les mêmes erreurs. Elle aurait dit à Biden que attention, il faut aller doucement, il faut trouver un compromis, il faut aller doucement, parce que ça ne sert à rien. Poutine a tout, il n'a rien à perdre, rien à gagner. Rien à perdre, rien à gagner. Quand quelqu'un n'a rien à perdre, rien à gagner, sinon que sa dignité, alors qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche. Il déclenche, et c'est ce qu'il a fait. Donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne tranquillement que le Mali, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Russie, nous devons au moins valoriser le Mali, valoriser la Russie pour l'action qu'elle est en train de mener au Mali. Regardez la Centrafrique qui s'est libérée grâce à la Russie. Le Mali se libère grâce à la Russie. Rien que pour ces deux exemples-là, nous devons donner un maximum de crédit à la Russie. Parce que le Mali aujourd'hui a vaincu près de 80% du terrorisme. En quelques mois, ce que la France n'a pas pu faire en 10 ans. 10 ans en train de négocier avec les djihadistes, en train de négocier avec les terroristes, promettant aux terroristes de leur donner, de diviser le Mali en deux, de leur donner une partie du Mali. Voilà ce qu'elle faisait depuis. Vous croyez que c'est des gens comme ça sont sérieux?
C'est la même chose qu'elle fait. Le peuple camerounais se plaint depuis. Mais où est le régime, le système satrapique d'IA? Ils ne nous disent rien, ils ne font rien. On marche, on a marché dans les rues de Paris jusqu'à les souliers de nos chaussures se sont usés. On a marché jusqu'à on ne peut plus rien. Maintenant, les gens ont fini de marcher, ils sont maintenant en train de dire que tel doit avec tel doit avec tel. Voilà la révolution. Voilà à quoi rime aujourd'hui la révolution camerounaise. Vous croyez que vous êtes sérieux? Vous prenez des gens pour des gens sérieux? Vous croyez que vous allez embrouiller les gens jusqu'à quand? Quand il fallait détruire le seul général que cette révolution a connu et a respecté, a aimé, le général El Chenou. Vous étiez champion, vous étiez unanime, vous avez fait front commun. Aujourd'hui, c'est vos dossiers qui sortent. Moi, je vous regarde, j'applaudis avec les pieds et je ris. Je me moque parce qu'il y a une malédiction à être Camerounais. Il y a une malédiction à être Camerounais. Il faut d'abord s'affranchir de cette malédiction. Il faut s'affranchir de cette sorcellerie. Et je veux chuter et clôturer mon direct sur le Cameroun en disant, voilà un pays qui mange ses propres hommes, qui mange ses propres génies, qui mange ses propres valeurs. Un pays où dès qu'on annonce un remaniement ministériel, les gens sont contents. Un programme d'un gouvernement est basé sur un remaniement ministériel. C'est-à-dire, pour peu que les gars entendent qu'il y aura remaniement, les gars s'excitent et ils commencent à jouir. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont tellement méchants qu'à l'idée qu'on arrête Ngongo, on met en prison. À l'idée qu'on arrête un ministre, on met en prison. Ça suffit pour eux. Pour eux, c'est la satisfaction. Regardez la satisfaction, cette forme de perversion qu'ils ont. Donc, on arrête quelqu'un, on le tue, on le met en prison. Tu es content. Alors que ce n'est pas ton frère qu'on a mis à sa place. Hein. Ce n'est pas ton père qu'on a mis à sa place. Ce n'est pas ton oncle qu'on a mis à sa place. Celui qu'on a mis à sa place, tu ne le connais même pas. Tu n'auras même rien de lui. Mais tu es content parce qu'on a arrêté celui qui était bien. On l'a mis en prison. Tu dis, hein, enfin. Celui-là aussi, il va aussi aller en prison. Il va souffrir comme moi. Je souffre depuis. Lui aussi, il va souffrir. Il va manger les rats en Konengi. Vous croyez qu'ils sont en Konengi pour manger les rats? Allez voir Tanganakuna en Konengi. Allez voir Mebengo en Konengi. Les gars boivent du champagne. Ils boivent du mouette. Ils boivent vos whisky là. Vous appelez ça quoi? Du Dom Pérignon. Ou c'est Dom Pérignon. Ils boivent ça tous les jours. Il y a prison et prison. Les gars sortent et ils partent chez eux. Ils dorment chez eux. Ils partent, ils passent la journée chez eux. Ils reviennent le soir. Voilà l'objectif d'un pays. On dit remaniement ministériel, les gens sont contents. Pourquoi? Parce que les ministres qui étaient en poste vont aller en prison ou bien vont aller au quartier. On va les chasser. Ils ne seront plus ministres. On va vous mettre qui? Les chefs bandits même qu'on doit arrêter, ça n'indigne personne. Le chef bandit est là, il continue de piloter. Les gens sont contents qu'on arrête les autres petits bandits. Voilà la sorcellerie des Camerounais. Vous voulez avec ça changer le pays? Vous voulez avec ça changer la vision du Cameroun? Mais vous croyez que vous êtes sérieux? Mais nous, on a continué. Hein. Moi, j'ai continué à vaquer à mes occupations. On continue de mener le combat de manière très... On utilise les lobbying. On utilise les lobbying maintenant. Parce que flâner avec vous là, c'est de la poubelle, c'est de la porcherie. Ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, vous êtes en train de crier maintenant, tel don avec tel couche avec tel. Regardez la vie. Regardez jusqu'où vous allez vous prendre. Quand vous avez commencé ça sur El Chenou, vous avez cru que ça allait s'arrêter. Mais c'est votre nature. C'est votre nature. On n'a pas le même background. On n'a pas le même standing. On n'est pas entré dans la révolution avec les mêmes moyens. On n'est pas entré dans la même révolution avec la même vision. De toutes les réunions qu'on a assistées, de toutes les réunions qu'on a faites ensemble, vous-même vous avez confessé, vous avez compris qu'on n'était pas du même niveau. Les gens se dépassent. Mais au Cameroun, quand tu dépasses quelqu'un, il ne peut pas porter ton sac. Mon frère, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Quand tu prends le métro pour venir à la réunion de la révolution qu'on convoquait, je fais 800, 900, 1000 km avec ma voiture. Je viens m'asseoir. Quand tu dors là où on vous accroche pour vous dormir, là, je paye la chambre d'hôtel, je dors. C'est mon standing de vie. Pourquoi vous trouvez qu'en ça, je me vante? Je veux vivre bien et je veux mourir bien. Quoi est le problème? Vous êtes des hyènes. Vous êtes des hyènes. Voilà à quoi vous avez réduit le combat, un combat d'hyènes. Vous vous mangez, vous vous disséquez vivant. Vous mangez la chair humaine. Vous vous entretuez, vous déchiquetez entre vous dans la saleté, dans la porcherie et dans la poubelle. Vivement que Dieu visite encore le combat pour la lutte et la révolution camerounaise. La Russie aujourd'hui apparaît comme une alternative très sûre, une alternative louable, une alternative viable. Nous devons regarder ce qu'elle fait en Centrafrique, ce qu'elle est en train de faire au Mali, et nous devons plébisciter plus que jamais Assimi Goïta, le colonel tout-terrain, le colonel hors hiérarchie, le colonel de l'Afrique. Celui-là même qui nous a donné à penser et à entrevoir. Quand je vois ce que la France est en train de faire, comment elle utilise certains Maliens pour déstabiliser et tuer Choguel,
Mais vous êtes petit, vous ne pouvez pas tuer Choguel, le premier ministre malien. C'est un homme charismatique, c'est un homme fort. C'est un homme fort. Regardez ce qu'on accuse Choguel d'avoir fait. On dit qu'une liste est sortie. On accuse Choguel d'avoir pris sa fille et logé dans un appartement social. Social, j'ai dit bien un immeuble social, un appartement social, que Choguel a donné un appartement social à sa fille. Mais le noir est méchant, mon frère. Le malien est méchant. Le camerounais est méchant. Regardez comment les gens peuvent penser l'Africain est méchant. C'est nous-mêmes. Tant que nous allons accepter d'être des nègres de maison, c'est comme ça que l'Occident va toujours avoir de l'emprise sur nous et nous déstabiliser. Avant Choguel, il y avait le gouvernement de Ibeka. Le fils de Ibeka, portait les millions d'euros, prenait les jets privés, appelait les prostituées brésiliennes. Elles venaient faire la fête au Mali, à Bamako. Ils faisaient la fête dans les grands appartements privés. Ils faisaient la fête avec les prostituées qui dansaient nues. Payées chaque jour, elles avaient au moins 15 000 euros par jour. Par jour. Après, elles rentraient chez elles après une semaine, 2 semaines. Elles étaient en groupe. Des centaines de millions d'euros aux frais du contribuable. Vous n'avez rien dit. On vous libère de ça. On vous trouve quelqu'un. Vous venez accuser la personne parce qu'il s'oppose à la France. Vous accusez qu'il a pris un appartement social pour donner à sa fille. Vous croyez que Choguel ne peut pas construire quelle maison pour donner aussi à sa fille? Choguel peut construire une villa et donner à sa fille. Choguel peut voler l'argent du contribuable et faire comme l'enfant de Ibeka. Mais c'est un panafricaniste. C'est un homme intègre. C'est un homme qui aime l'Afrique, qui défend les Maliens. Ne tuez pas les mythes. C'est comme ça que Sankara a été tué. C'est comme ça que Lumumba a été tué. C'est comme ça, avec des gens comme vous. Ne soutenez pas la main de la France, la main de l'Occident, pour tuer nos héros et nos leaders. Choguel est à préserver, à protéger, à défendre. Nous devons nous couvrir sur Choguel pour que l'Occident, avant d'atteindre Choguel, commence d'abord par nous tuer, nous tous. Nous devons couvrir Assimi Goïta pour que l'Occident, avant d'atteindre Assimi Goïta, nous tue d'abord, nous tous. C'est de ça qu'il est question. Voilà l'Occident qui est en train de se couvrir, de tout faire pour protéger leur peuple, pour protéger leurs clones en Ukraine. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons sacrifier nos héros, sacrifier nos leaders. Attention, au Kalga, faites très attention. La lutte ne fait que commencer. Et je le dis en tant que général de cette révolution, la lutte ne fait que commencer. Quand vous allez finir les partous, vous allez finir le théâtre, vous allez finir. Parce que les mêmes gens qu'on sabote aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui sabotaient hier. C'est tout. Quand vous faites, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Ça revient sur vous. Ce que tu lances, ça va revenir sur toi. Et ce que tu lances sur quelqu'un comme El Chenou, je suis quelqu'un qui est aimé de Dieu, protégé par Dieu, parce que j'ai une âme pure. Je travaille, je suis entré dans cette lutte et j'ai tout donné pour le bien de mon pays, pour le bien du Cameroun. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez utilisé cela contre moi. J'ai mes faiblesses, comme tout homme. Comme tout homme, j'ai mes faiblesses. Ça, je ne le nie pas. Mais je reste le seul combattant qui a tout donné et qui a fait vivre et vibrer la révolution camerounaise. Et je continue toujours. Je n'étais qu'une pause. Je reviens et je renais de mes cendres. À la guerre comme à la guerre. Nous allons la continuer, la mener et la gagner. Et je le dis encore, le régime de Yaoundé tombera de gré ou de force. Vive le général El Chenou. Vive la révolution africaine. Vive la révolution panafricaine. Vive le président russe qui, dans sa stratégie de défense, a trouvé mieux d'annexer l'Ukraine. Nous sommes contre toute guerre, nous sommes contre toute annexion, mais ici, nous comprenons Poutine et nous disons que si il ne l'avait pas fait, c'est lui qui aurait été annexé. Et c'est ça la lecture géostratégique. Si un Africain est encore lucide et normal, alors qu'il se range tranquillement et qu'il comprenne à distance. Parce que la mort d'un Ukrainien n'a pas la même valeur que la mort d'un Africain. Combien sont morts au Mali? Combien sont morts en Côte d'Ivoire lorsqu'il fallait enlever Gbagbo pour installer Ouattara? Combien sont morts? Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. 54 Français sont morts au Mali. On entend ça partout. On n'entend pas ça partout. Combien de tirailleurs africains sont morts pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale? Combien ont été traînés comme du bétail, comme la chair à canon?
Lorsqu'on voulait essayer les balles, on les envoyait aux premières lignes du front. Et lorsqu'ils tombaient, on savait que c'est là-bas que l'ennemi est violent et virulent. Au calme à mes déclarations. Au calme à mes déclarations. C'était le général El Tchéno. Le général toujours combattu, mais jamais abattu. Le général incontesté, incontestable de la lutte de résistance. Celui-là même qui fait peur aux Sardinats et qui fait frémir tous les Tontinats. C'était le Tché. Merci encore. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.